Donc pour ceux qui ne connaissent pas Participarc, c'est un réseau qui réunit tous les professionnels qui mènent des recherches et produisent des connaissances dans les domaines de la culture avec le concours de non-professionnels. Donc aujourd'hui, on est beaucoup de représentants d'institutions muséales, mais il faut savoir que dans le réseau, voilà, il y a des archives, des chercheurs indépendants, des associations, des écoles d'art aussi, par exemple, et qu'on va considérer toutes les productions de connaissances, pas uniquement les articles scientifiques, la recherche au sens strict du terme, mais également les corpus de documents. Ça peut être aussi des œuvres d'art dans le cas de la recherche-création. Donc, le réseau a produit un rapport sur les recherches culturelles participatives en France que vous pouvez retrouver sur notre site dans la rubrique ressources, qui fait un peu un état des lieux. Et aujourd'hui, c'est plutôt un réseau qui permet à la fois de donner de la visibilité aux acteurs et voilà, de permettre les échanges comme aujourd'hui, sachant que les sujets qui sont traités, les thématiques, ça va être apporté par les membres du réseau. Donc, si vous n'êtes pas inscrit et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, d'ailleurs, pour ceux qui sont inscrits, le 1er avril, on aura une journée de réseau en présentiel, enfin, où on pourra aussi échanger donc, au Jardin des Plantes. Donc, si vous voulez participer à cette journée, inscrivez-vous, rejoignez-nous. Et puis, aujourd'hui, donc, on va parler... je pense qu'on va pas tarder à commencer, des musées, avec donc pour ce premier séminaire, une entrée assez large, qu'on a voulu voilà, globale en partant des rôles des musées, et comment la participation peut apporter à ces fonctions et à ces objectifs des musées. On aura un second temps qui se tiendra le 3 mars. Cette fois-ci, la date est calée, ça y est. Donc le jeudi 3 mars, où on discutera plus des modifications que le musée doit prendre en compte et comment il doit s'adapter pour mener des recherches et des actions en mode participatif. Et en fonction des échanges, en fonction de vous, de vos idées, de tout ce qu'on va pouvoir développer au cours de ces 2 premiers séminaires, on pourra envisager un troisième temps avec des thématiques que vous aurez apportées, des sujets qui vous paraîtront, voilà, qui auraient manqué, entre guillemets. Et donc, voilà, on compte sur vous. Donc, comme le disait Alexandra, on a choisi un mode de séminaire réunion et pas visioconférence pour que justement chacun puisse à la fois poser des questions à nos intervenants à la fin, mais aussi sur la dernière demi-heure, apporter des idées, soumettre un thème qui n'aurait pas été abordé, partager une expérience de son côté, de son travail, qui pourrait aussi éclairer les questions. Et je vais tout de suite passer la parole à Joël Lemarec, qui est professeur de muséologie au Muséum national d'histoire naturelle maintenant, et qui travaille beaucoup sur les interfaces sciences et société et sur, entre guillemets, la participation également, pour vous faire une rapide problématisation et introduction au sujet. Merci Camille et Alexandra. Et en fait, c'est vraiment quelques minutes pour laisser toute la place, mais c'était aussi pour manifester mon intérêt. Quand donc je suis rentrée là au muséum, où désormais je suis en poste, et donc c'était une des premières choses, ça a été de rejoindre le réseau, car voilà que même si je change, je peux changer d'endroit. En fait, les préoccupations qui me tiennent à cœur ne changent pas quant à elles. Et une des raisons aussi pour lesquelles il y a cette ligne directrice un peu dans mon parcours, dans celui d'autres, c'est précisément, je pense, cette préoccupation pour comment on produit des savoirs, comment on les partage aussi. Et donc, ça rentre en plein dans le champ, le domaine des questionnements sur la participation. Et donc, il semble qu'à un moment donné, de sa carrière, en fonction des places qu'on occupe, dans des labos, des musées, sur des terrains, dans des réseaux, il y a des retours et de rencontres qui créent elles-mêmes l'expérience directe de la manière dont des questions se posent ou apparaissent, dont elles évoluent, dont elles perdurent, dont elles se transforment.
Et dans le cas de la participation, il me semble qu'il y a un peu deux grosses caractéristiques. Enfin, c'est que la manière dont le thème, hein, ou l'injonction, ou la préoccupation, le goût, les expérimentations pour la participation apparaissent, puis s'effacent, puis se brouillent, puis se reconnectent un peu comme les fils électriques quand on est dans le train. Enfin, ça revient au plan individuel, mais ça correspond aussi à un mouvement comme ça, historique. Et ça montre à quel point on a affaire à quelque chose qui contrevient à l'idée d'un récit moderne ou d'évolution dans les sciences. Et ça, je trouve ça très, très bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le fait de s'intéresser à la participation protège d'emblée contre cet imaginaire linéaire du progrès ou de l'évolution cumulative des connaissances qui nous amènerait vers toujours du mieux. Voilà. Or, ça fait un certain temps qu'on est en train d'essayer de sortir de l'ornière de ce récit linéaire moderne de l'évolution, de la flèche du progrès. Je renvoie à un célèbre petit livre de Bruno Latour, Nous n'avons jamais été modernes, de ce point de vue-là. Mais au moment où on cherche à se défaire avec une certaine difficulté des récits du progrès, de la modernité, pour revisiter un peu toute une part beaucoup plus diverse et beaucoup plus heurtée des formes de production des savoirs dans notre propre histoire, et au moins avec la participation, même si les tentatives ne manquent pas, si on la suit, on est d'emblée dans ce mouvement cyclique ou complexe, parce que d'emblée, pour penser la participation, on est obligé de penser quelque chose de plutôt pluriel, de plutôt hétérogène, et pas de la gestion d'un progrès continu. Et donc, que ce soit, alors je suis au carrefour de deux domaines, mais en une minute, c'est mon deuxième point, c'est les musées et les domaines sciences et société, en fait, se rejoignent un peu dans l'importance que ça a, ces questions de participation. Et dans les deux cas, la muséologie ou le domaine sciences et société, mais on peut aussi prendre les sciences politiques, qui sera un troisième domaine, mais qui n'est pas familier, en tout cas, beaucoup moins. Il y a des démarches participatives anciennes et il y a des oublis. Et en fait, dans les deux cas, on voit à quel point la production des connaissances et des récits suppose un effort pour justement produire, construire, mais aussi un effort pour effacer les traces ou retirer les échafaudages, disons, faire disparaître les conditions de production de ces savoirs. Et le penser la participation, ça nous amène à revenir aussi à mais comment ça a été fabriqué. Par exemple, je pense à la grande enquête sur les langues à la Révolution française, dans un bouquin sur Julia Revel et Ozouf, on voit à quel point on avait affaire dans cette grande enquête à quelque chose de extrêmement participatif et extrêmement débattu et passionnant pour cette raison même. Donc voilà, dans ces deux cas, on a en muséologie cette histoire, en plus qui se différencie selon les musées, parce que les musées, sous l'angle de la participation, on voit bien à quel point c'est des lieux d'expression de formes de savoir et d'épistémologie. Par exemple, les musées de société et les écomusées, c'est des musées où s'expriment les savoirs des sciences humaines et sociales, ou les savoirs des humanités. Et ce sont, du coup, on voit à quel point ce qui peut un peu disparaître dans les institutions académiques elles-mêmes, à quel point, du coup, il y a un intérêt ou une acceptation de la pluralité ou de la diversité des modes de conception ou des conceptions des modes de production des savoirs, d'une part, et d'autre part, on voit qu'il y a une redistribution permanente de l'autorité dans l'enquête. En fait, ce qui fait participation dans les musées, les écomusées, les musées de société, beaucoup, c'est via l'enquête quand même, via s'installer dans l'enquête, restituer ce qui se passe dans l'enquête,
maintenir la diversité, la pluralité des voies de l'enquête, etc., etc. Et c'est pas vrai, c'est pas les mêmes rapports au savoir que dans les sciences dites dures, c'est parce que ça ne sont pas les mêmes conceptions de l'enquête non plus. Donc voilà, et il y a quand même quelque chose qui change. Alors, pour ce qui est juste un mot pour les études de sciences, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que il y a aussi cette histoire troublée qui est d'autant plus intéressante qu'elle est troublée quand on la voit au prisme de la participation. Par exemple, dans les années 70, il y a vraiment eu, ça a été attesté par des historiens des sciences comme Christophe Bonneuil ou Mathieu Quay, un mot d'ordre de la participation, de participer à la production des sciences. C'est venu après-guerre, c'est venu aussi avec le traumatisme de ce à quoi avaient participé les chercheurs pendant la guerre. Et donc, il y a eu toute une phase qui a culminé dans les années 70 où il y a eu des volontés de transformer le fonctionnement des sciences. Et en fait, c'est apparu beaucoup dans la littérature alternative scientifique. Je renvoie, je vais pas, mais avec Lévy-Leblond et l'autocritique des sciences, de très nombreuses enquêtes qui avaient lieu à ce moment-là dans des laboratoires, et puis aussi vraiment un fort intérêt, ça coïncidait avec un fort intérêt pour l'environnement. Et en fait, ces formes de participation, elles ont un peu disparu justement parce qu'elles ont été absorbées dans la sociologie des sciences, dans les études de sciences, qui ont un peu aussi retiré les étais ou retiré les échafaudages de ce qui a fondé leur intérêt pour comment on produit la science. Et puis l'autre chose aussi qui caractérise ça, ça a été que ça a été dépolitisé du coup. C'est rentré dans le système des sciences. Et il me semble que ces mouvements de va-et-vient, on oublie puis ça revient. Et bien en fait, à chaque fois que ça revient, c'est parce que ça se repolitise. Et à chaque fois que ça disparaît, c'est parce que ça se dépolitise un peu la participation. Et alors, il y a ces arrière-plans, et puis il me semble qu'il y a un contexte qui est vraiment contemporain. C'est cette fameuse crise environnementale majeure dans laquelle on est, qui est très préoccupante. Donc, du coup, ça exige de nous un effort très important. Mais pourquoi qu'est-ce qui se passe avec les savoirs qu'on produit pour qu'on ait loupé un truc pareil? Et puis, du coup, en même temps, un tournant ontologique, depuis les années. Je renvoie au bouquin évidemment de Descola sur le fait que notre ontologie, nos ontologies, c'en est une parmi d'autres, mais du coup avec la contestation de catégories qui étaient très structurantes et du coup une percée des points de vue partout sur comment on produit les savoirs. On les produit quelque part avec certaines personnes et on a vraiment tout intérêt à garder ces conditions, à ne pas les couper, un peu comme on ne peut pas couper au-dessus des racines pour les plantes. Là, pour avoir nos savoirs vivants, il ne faut pas les couper des conditions de production et donc du coup d'intégrer toute cette pluralité des interventions dans la production des savoirs. Alors elle peut être gérée, suscitée, accompagnée, mais de toute façon elle est là. C'est-à-dire que même si on ne parlait pas de participation, on ne pourrait pas faire que des milliers, des centaines de milliers de personnes participent via les enquêtes en tant qu'enquêtés, en tant que tous les métiers qui mettent à disposition 1000 documents, corpus, qui donnent, que ce soit au musée ou pour les sciences, de quoi faire fonctionner. Donc, on peut le reconnaître, on peut le susciter, on peut l'organiser, on peut lui faire place, ou dans certaines périodes de nos histoires, voilà, on profite de la légitimité pour le faire disparaître. Et il me semble que dans notre réseau, on a intérêt, mais je vais laisser maintenant la place, à garder aussi, à chérir des histoires différentes, que ce soit en muséologie ou en sciences et sociétés, et que ce soit aussi dans les sciences de la nature ou dans les sciences culturelles, à bien garder les mémoires différentes
de ces formes de participation, aussi de comment on les a oubliées, reconnues, promues, enfin, parce que de surtout pas faire comme si, hop, on repartait à zéro et qu'on allait un peu standardiser des manières de penser ensemble la participation. On a la chance d'être dans une période où justement on a une reconnaissance scientifique de cette pluralité des points de vue et que donc on peut en profiter pour que ça soit même une base commune de réflexion. Merci Joël. Donc justement, dans cette idée de partir sur des bases déjà existantes et de ne pas faire comme si on inventait du nouveau, je vais laisser la parole à Alexandre Delarge, qui est président honoraire de la FEMS, donc la Fédération des écomusées et des musées de société, et qui a coordonné l'ouvrage Le musée participatif, l'ambition des écomusées, pour justement avoir la vision de ces musées-là qui vivent de la participation et comment est-ce que ça pourrait aussi être des pratiques que d'autres musées, notamment les musées de beaux-arts par exemple, les musées nationaux aussi, pourraient, des pratiques dont ils pourraient bénéficier. Donc, voilà. Bonjour, vous me voyez, je ne sais pas comment on fait. Oui, vous me voyez? Oui, très bien. Très bien. Oui. Voilà. Merci de m'avoir invité pour ouvrir ce séminaire. Je vais peut-être aller un peu au-delà de juste les musées de société et je voulais un peu remettre en contexte la question de la participation dans le monde des musées et puis peut-être un peu au-delà pour ne pas oublier, comme le dit Joël Lemarais, que les racines. Voilà, donc je tiens à m'excuser parce que je ne vais pas pouvoir rester au-delà pour participer à toute la discussion, mais voilà, peut-être une autre fois, je serai plus disponible. Voilà, donc je vais commencer donc par l'origine de ces questions participatives dans les musées. On peut le faire remonter aux années 60, mais c'est un vaste mouvement, c'est dans le cadre d'un vaste mouvement international de remise en cause du musée qu'on trouve un peu partout dans le monde et qui critique le passéisme, le statisme des musées. Et peut-être la première expérience notable a été celle menée par John Kinnar dans le cadre de la Smithsonian Institution en 67. Donc, vous voyez, c'est tout de même relativement ancien. Il a créé ce qui s'est appelé à l'époque, et puis qui a changé de nom, Anacostia Neighborhood Museum. Donc, l'idée, c'était de valoriser la culture noire américaine dans des quartiers pauvres. Et donc, dès le départ, on a trouvé dans ce lieu-là un travail participatif en relation avec les habitants qui exprimaient aussi leurs souhaits, leurs envies, leurs besoins, de quoi ils allaient parler. Et ça reste assez célèbre, l'exposition sur les rats, qui était donc une préoccupation dans ce type de quartier. Un autre peut-être ancêtre important, c'est la Casa del Museo à Mexico. Ça, c'est un peu plus tard, c'est en 72. On va voir que là, on est en pleine effervescence. Et la Casa del Museo, c'est un petit lieu qui pourrait ressembler à un lieu un peu qu'on appellerait ici MJC, mais qui s'appelle Casa del Museo, qui fait des expositions, mais bien d'autres choses, des spectacles, des animations, voilà. Et on est là dans un questionnement qu'on va retrouver aussi aujourd'hui, j'y reviendrai, sur est-ce que le musée doit rester dans ses missions régaliennes. Ensuite, plus institutionnellement, on peut noter qu'en 1971, il y a la conférence générale de l'ICOM à Grenoble. Et là, le titre en est « Le musée au service de l'homme, aujourd'hui et demain », ce qui est déjà tout un programme. Et à ce moment-là, se pose la critique des musées
et le constat que le musée est loin du monde contemporain, est assez déconnecté, que d'autre part, il est élitiste, et certains vont jusqu'à dire que le musée doit disparaître. Donc, vous voyez qu'on est dans des questionnements sur le musée. Et puis, un an plus tard, en 1972, il y a la table ronde de Santiago du Chili, qui est donc en fait organisée par l'ICOM, puisque l'ICOM organisait régulièrement des rencontres entre conservateurs dans différents continents. Et là, c'est en Amérique latine, donc à Santiago du Chili en l'occurrence. Et ce n'est pas un hasard, c'est Hugues de Varine, qui est alors directeur de l'ICOM, qui organise ces rencontres. Et à l'origine, il souhaitait faire animer ces rencontres par Paolo Freire, le pédagogue chilien qui, en l'occurrence, était exilé et n'a pas pu intervenir. Si je mentionne Paolo Freire, c'est que ça a été très important dans la démarche ultérieure de l'écomusée du Creusot avec Hugues de Varine, mais je vais y revenir. Et au cours de ces rencontres, les intervenants n'étaient pas des conservateurs. Donc l'assistance, c'était des conservateurs ou directeurs de musée, et les intervenants n'étaient pas des conservateurs, mais des urbanistes, des architectes, des géologues, enfin différentes personnes. Et la prise de conscience des conservateurs à ce moment-là était, comme un peu à Grenoble, de se poser la question, de trouver qu'ils étaient dans leur tour d'ivoire. Et ils ont fait un manifeste qui reste aujourd'hui important et qui était autour du musée intégral. Et donc changer le rapport du musée au territoire et aux habitants. Je continue dans l'historique, je reviens, on est un peu plus tôt, mais en France, donc je vais revenir sur la France. En 1960, la DATAR, donc la délégation à l'aménagement du territoire, travaille sur la question de l'aménagement du territoire et des alternatives aux parcs nationaux. Et en 1966, ils organisent des journées de luce où bien des gens se rencontrent et qui débouchera sur le décret de création des parcs naturels régionaux en 1967. Pourquoi je mentionne ça? C'est parce que dans ce groupe-là était impliqué Georges-Henri Rivière, et c'est lui à qui on demande de réfléchir à ce que pourrait être un musée de parc naturel régional, même si ça ne s'appelait pas encore comme ça, évidemment. Et de cela, donc, émergera la définition de ce qui, en 1972, s'appellera les écomusées, sera baptisé écomusée, mais qui est formalisé au cours de ces journées, au cours de ce travail, en tout cas de réflexion, pas forcément les journées de luce, mais... Et du coup, j'en reviens aux écomusées puisque c'est tout de même important dans le cadre de la participation, en France en tout cas. Et la première définition des écomusées est co-signée par Georges-Henri Rivière et Hugues de Varine lors de la conférence de l'ICOM en 1971. Donc. Et puis, il y aura différentes définitions. Jusqu'à la définition, la sacro-sainte définition, qui est la définition évolutive, dite évolutive, qui d'ailleurs a peu évolué depuis, en 1980. Je dis qu'elle a peu évolué, néanmoins la Fédération des écomusées a proposé une nouvelle définition qui était plus seulement la définition des écomusées, mais des écomusées et musées de société en 2011. Donc que vous pourrez trouver sur le site, si ça vous intéresse, sur le site de la Fédération. Et dernier point qui nous amène encore plus concrètement à la participation, aux démarches participatives, c'est l'expérience du Creusot. Alors, je ne dis pas tout de suite de l'écomusée parce qu'au départ, ça s'appelle le musée de l'homme et de l'industrie. Et le maire du Creusot demande à Marcel Évrard, qui résidait au Creusot, de créer un musée. Et Marcel Évrard n'est pas un homme de musée, et il rencontre Hugues de Varine, je ne sais comment d'ailleurs, et ils travailleront ensemble à l'élaboration de ce qui s'appellera plus tard l'écomusée du Creusot Montceau-les-Mines. Et c'est au Creusot que s'élabore en France réellement et de façon assez formelle la question des démarches participatives. Et là, je reviens sur la définition évolutive.
que vous connaissez bien évidemment, vous voyez qu'elle n'est pas très participative dans sa définition. On peut y trouver un peu de participation quand on le sait. Et en réalité, c'est l'écomusée du Creusot qui a ramené ces questions de démarche participative dans la problématique des écomusées, qui n'était pas au départ. Et il y a une discussion de savoir si Georges-Henri Rivière était porté sur la participation ou pas. Certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Mais voilà, donc c'est sans doute la raison pour laquelle, c'est sans doute un peu non, la raison pour laquelle sa définition de 80 est assez peu participative. Et donc c'est bien l'écomusée du Creusot qui a généré ça. Je continue un peu, je pense que pendant très longtemps, la participation a été peu valorisée, peu développée, peu revendiquée, notamment par la direction des musées de France. Et j'ai constaté que à partir de 2002, de la loi musée et de la nécessité d'avoir un service d'action culturelle, et donc de faire rentrer un nouveau, enfin, ce n'était pas toujours le cas, mais un nouveau métier dans le musée, c'est-à-dire les médiateurs, a fait émerger beaucoup d'expériences, de démarches participatives, un peu dans tous les musées, de ce fait, du fait des médiateurs. Et puis, dernier point sur ce contexte un peu historique, c'est le rapport Inventer des musées pour demain, le rapport de la mission Musée du XXIe siècle qui a été rédigé par Jacqueline et piloté par Jacqueline Edelman à la demande de Audrey Azoulay, ministre de la Culture, et qui a été édité en 2017, enfin qui est sorti en 2017. Et le troisième chapitre, il y a 4 chapitres dans ce rapport, et le troisième chapitre s'appelle « Musée inclusif et collaboratif ». Si je mentionne ça, c'est parce que c'est sans doute une des premières fois que du côté de l'État, on revendique et on met en avant ces démarches, même si ça ne s'appelle pas participation, mais inclusion, collaboration, voilà. Mais c'est un peu autour de ça. Et on pourra y trouver des exemples de démarches que je citerai tout à l'heure. Ensuite, sur les principes, il me semble qu'il faut faire remonter cette question de la participation très, très anciennement. C'est Joël Lemarec a parlé de la Révolution française et je vais aussi en parler puisque le 7 septembre 1789, en Assemblée constituante, on débat de la question politique, et on revient aux politiques, de savoir comment on doit administrer la nation, l'État. Et l'abbé Sieyès prend la parole, fait un discours qui est resté célèbre, où en gros il dit la France ne peut pas être une démocratie parce que les Français ne sont pas prêts à ça. Autrement dit, ils sont incapables de décider de leur avenir. Et c'est donc depuis la Révolution qu'on a de la délégation. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que je parle de ça? Ben, très simplement parce que c'est la question de ce qu'on appellera plus tard la démocratie participative contre la démocratie délégative. Je poursuis sur la participation. Une des grandes références sur les critères, puisqu'en fait, il y a beaucoup de formes de participation et de gradation dans la participation. Et ce qui reste aujourd'hui la référence, c'est l'échelle d'Arnstein, Sherry Arnstein, qui était une sociologue américaine, qui en 1969 définit une échelle qui a des points un peu étranges, puisque les 2 premiers barreaux des 8 barreaux de l'échelle sont de la non-participation, puisque elle-même, donc c'est ce qu'elle propose, je vous donne les 8 barreaux, du moins participatif, même pas du tout participatif, au plus. Le premier barreau étant la manipulation. Bon, on se demande pourquoi c'est dans une échelle de participation, mais le second, c'est la thérapie, encore de la non-participation. Et puis ensuite, on a de la coopération symbolique, on va dire, avec barreau suivant, information, consultation, conciliation. Et le dernier ensemble, c'est les 3 derniers barreaux, le partenariat, la délégation de pouvoir et le contrôle citoyen. Et donc là, on a du pouvoir effectif. Et donc, vous voyez que je fais rentrer, et elle fait rentrer le terme de pouvoir. La question de la participation, c'est tout de même la question du pouvoir. Qui a le pouvoir? Ou quel pouvoir partagé? Enfin, on le mentionne comme on veut. Et administrativement, j'ai parlé de démocratie participative.
la démocratie participative émerge dans les années 60-70, plutôt dans les communes, avec des débats avec des habitants pour savoir ce qu'on va faire. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui les conseils les comités de quartier. Et la première loi date de 83, c'est la loi Bouchardot, qui institue les enquêtes publiques. Mais vous le voyez, les enquêtes publiques, si on se réfère à l'échelle de Arnstein, on est dans la consultation. C'est-à-dire, voilà, on demande aux gens de se prononcer, puis après on fait ce qu'on veut de ce qu'ils ont dit. Alors, quelques règles, me semble-t-il, à respecter sur la participation pour que ça fonctionne. C'est que, un, la parole doit être donnée à tous ceux qui participent, enfin qui sont présents, évidemment. Puisque quand on a une très, très grande communauté, tout le monde ne peut pas forcément prendre la parole. Et deuxième point, qui est fondamental, c'est la non-instrumentalisation. Et là, on voit trop souvent des démarches dites participatives où on dit que les gens qu'on va tenir compte, on fait travailler les gens, et puis après, après on en fait de la communication. Alors, s'il y a des freins, je pense important dans vos réflexions, peut-être de parler des freins à la participation. Donc, c'est mon expérience qui me fait un peu dire cela. C'est d'abord la peur de la parole des non-sachants. C'est-à-dire qu'on on s'adresse aux visiteurs ou à la population, ou on appelle ça comme on veut, enfin, à des gens qui ne sont pas des professionnels des musées, en l'occurrence pour les musées, et donc des non-sachants, en tout cas des non-sachants des musées. Mais justement, ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que tous ces non-sachants sont des sachants d'autre chose que de notre propre métier et profession. Et donc, c'est un enrichissement plutôt qu'un appauvrissement, et plutôt qu'une crainte. Alors après, il faut gérer des collectifs. Deuxième point, c'est le respect des pairs ou de la règle, c'est-à-dire la règle musée, nos missions, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, la règle qui est instituée par l'État. Je constate tout de même que dans la loi musée encore, il est défini que le musée est avant tout une collection. On est loin de la définition même de l'ICOM. Voilà, donc si on respecte ça, c'est un peu difficile. Et puis, le regard des pairs sur ce qu'on fait, ce qu'on produit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est valorisé, le fait de travailler sur des démarches participatives. Autre frein, c'est le temps imparti à l'action. C'est du temps long. Il est évidemment beaucoup plus long de, mettons, fabriquer une exposition dans le cadre de démarches participatives que de le faire entre soi avec des chercheurs, le personnel du musée. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est une vraie question qui induit aussi des questions financières et des questions d'activité, du nombre d'activités qu'on va pouvoir faire dans l'année, etc. D'autre part, sur la participation, il y a toujours une certaine incertitude des résultats. Mais cette incertitude est d'autant plus importante qu'on manque de techniques connues ou reconnues. D'ailleurs, il n'y a aucune formation aux méthodes, en tout cas dans le monde des musées, ni même au concept de participation dans les musées, et c'est une des choses qui serait fondamentale si on veut avancer sur le sujet. Alors, c'est peut-être en partie pour ça que ce sont les médiateurs qui ont beaucoup fait avancer cette question, parce qu'eux ont une approche beaucoup plus pragmatique et ont plus de connaissances sur ce sujet. Voilà, je vais y venir à quelques expériences pour alimenter un peu vos réflexions. Mais je voudrais dire avant d'en venir que, au fond, tout le monde est d'accord pour qu'il y ait de la démocratie. Parce qu'au fond, la participation, c'est une question démocratique. On l'a vu avec l'abbé Sieyès, même s'il lui dit que ce n'est pas possible. Et donc, alors je cite là les économistes atterrés qui estiment que la politique vise à la liberté, c'est-à-dire à la possibilité, disent-ils, pour chacun et la société de créer de nouvelles institutions fondées sur de nouvelles valeurs et donc de remettre en cause les anciennes par un débat démocratique. Bon, on peut ne pas accepter ça. Ce qui me paraît intéressant, c'est ce lien, encore une fois, entre débat démocratique, politique et liberté.
Voilà. Et donc là, on revient à ce que Joël Lemarec soulevait, cette question de la participation est une question politique. Je vais voilà, illustrer quelques exemples assez rapidement, mais vous pourrez trouver beaucoup d'informations sur soit des exemples, soit des réflexions, notamment sur le site de Hugues de Varine, qui est hugues-devarine.eu, et sur le site de la Fédération des écomusées, donc fems.asso.fr. J'ai tiré en partie de ça, mais pas seulement. Voilà, j'ai été pioché aussi dans la mission Musée du XXIe siècle, quelques exemples que je vais commenter. Il y a notamment des appels à documenter. Et Joël Lemarec parlait des sciences qui ont depuis longtemps travaillé, des musées, mais les scientifiques qui ont travaillé en faisant appel à des énergies extérieures à leur propre monde. Et ils continuent à le faire, c'est assez développé chez eux. Mais on peut trouver des expériences un peu équivalentes, par exemple au Musée des Beaux-Arts de Lille, où ils ont fait un appel à contribution pour documenter des collections et aussi pour contribution à amener des photos. De même pour le Musée de l'Art Atlantique, dans le cadre de l'exposition « J'aimerais voir Syracuse ». Ils ont fait un appel au peuple pour amener des documents et des photos. Autre expérience, c'est l'expérience Picasso vue par l'école de Paris des métiers de la table, du tourisme et de l'hôtellerie. C'est un gros titre. Hein. Et donc, il s'agissait de travailler à la création pâtissière à partir des œuvres de Picasso. Donc, les élèves participaient et produisaient, au fond, une réflexion ou une interprétation des œuvres de Picasso. Et puis, il y avait un jury qui décernait des prix aux œuvres produites. Un autre travail qui a été fait en Rhône-Alpes, me semble-t-il, c'est les nouveaux collectionneurs au collège. C'est des élèves des collèges donc, qui sont devenus commissaires d'expo, qui ont été choisir dans les collections départementales, me semble-t-il, des œuvres à présenter. Et donc, c'était eux qui organisaient les expositions. On voit là que, contrairement à l'expérience précédente, Picasso et la pâtisserie, si je puis dire, là, ils sont beaucoup plus acteurs, c'est-à-dire qu'ils sont commissaires. Bon, évidemment, ils sont encadrés, alors que dans le cadre de Picasso, on fait faire un travail qu'on valorise par un prix, mais voilà, ça s'arrête là. Éventuellement, on va faire une expo pour montrer les produits qui ont été faits, mais ils ne sont pas en train de faire quelque chose que pourrait faire le musée, et dans le cadre du musée. Voilà, une autre expérience mentionnée dans Mission Musée du XXIe siècle, c'est l'escalette du MUSEM, qui est un quiz sur les collections du musée avec des prix à gagner. Bon, voilà, il y en a qui sont plus au courant que moi sur le sujet. Alors là, c'est un peu la même chose, c'est une démarche participative qui n'est pas dans une action que ferait un conservateur. Sauf si vous me détrompez. C'est pour revenir à l'échelle d'Arnstein et cette question de l'importance de la participation dans les démarches mises en œuvre. Alors d'autres choses parfois très étonnantes et hors de France là, en l'occurrence, par exemple il y a les banques ou là où les banques culturelles, je ne sais plus, qui a été créé à Gao au Mali par Aldiouma Yatara et qui était le constat de Aldiouma Yatara, c'était que le patrimoine du Mali s'en allait notamment parce que les gens le vendaient. Et donc, il a eu une idée incroyable et formidable de proposer aux gens de déposer au musée, dans ce qu'il a créé comme musée, des objets rituels, des objets traditionnels,
avec comme condition que, un, il s'était documenté, et deux, que c'était validé par le clan. Et donc, en déposant ces objets au musée, les personnes qui le déposaient donc enrichissaient, vous voyez, le savoir, puisqu'on on devait documenter. Et d'autre part, l'intérêt pour les personnes, c'était qu'il y avait des microcrédits. Et une fois qu'ils rentrent, alors on est comme chez ma tante, on pouvait venir rechercher l'objet ensuite, une fois qu'on remboursait le crédit. Donc, c'est une expérience tout à fait particulière, mais pendant tout le temps où l'objet était au musée, c'était un objet de musée présenté. Voilà une démarche extrêmement participative et très en prise avec les questionnements de la population, là en l'occurrence du Mali, avec des questionnements économiques, en l'occurrence. Une autre expérience, là c'est plutôt une technique qu'une expérience, ça s'est beaucoup développé en Italie, mais aussi au Brésil. En Italie, ça s'appelle Mappe des Comunitas. Ça vient en fait d'une démarche anglaise, les Parish Maps, nés dans les années 80 et qui constitue en demander aux habitants ou aux membres d'une communauté de définir ensemble une carte des lieux, des objets d'importance patrimoniale sur leur territoire. Et donc, c'est eux qui définissent selon leurs préoccupations l'importance du patrimoine local. Et ça a un intérêt au-delà de fabriquer une carte qui serait évidemment pas la même si on la refaisait même 2 mois après avec d'autres personnes, mais ça a un intérêt aussi dans la mobilisation des gens, dans la prise en compte, dans la réflexion sur ce que c'est que le territoire et dans la parole des gens. Voilà. Donc ça peut être aussi un initiateur d'autres choses. Je vais revenir sur cette question de l'initiation à autre chose. Dernier point comme ça un peu en dehors des lieux où j'ai trouvé des infos, c'est le musée des Beaux-Arts de Lyon qui a, donc là on revient puisque la question des Beaux-Arts se présente, des cartels d'œuvres ont été rédigés par des visiteurs à partir du travail des médiateurs qui ont fait sortir la parole et qui ont fini, je ne suis pas sûr que ça a été très simple à l'origine, mais qui ont fini par obtenir qu'on rédige des cartels d'œuvres dans le musée par des visiteurs. Donc là, vous voyez qu'on est dans une démarche assez forte de réalisation par des visiteurs, donc par des non-professionnels, d'un outil modeste du musée. Je vais développer autour de 2 musées de la Fédération des écomusées des démarches. Alors, le premier, ce sera l'écomusée de Fresnes qui a changé de nom depuis encore récemment, en fonction du territoire, et puis l'écomusée Pays-Alpes. Fresnes, je voudrais en parler pour montrer comment on peut à peu près atteindre toutes les missions ou travailler sur toutes les missions du musée dans des démarches participatives. Et le Pays-Alpes, ce sera plutôt pour voir comment, à partir d'une action, on fait évoluer l'action et on l'enrichit de démarches et donc de personnes aussi qui vont intervenir. Alors, à l'écomusée de Fresnes, la toute première expérience a été provoquée, je dirais, par les habitants eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que des membres d'un grand ensemble de logements qui avait été, c'est sans doute le seul d'ailleurs en France, qui avait été construit dans le cadre du Castora, vous savez, ces autoconstructeurs, sont venus trouver pour l'anniversaire de leur grand ensemble, sont venus trouver l'écomusée en lui proposant de faire une exposition sur ce grand ensemble. Et donc, ils ont été acteurs dans la mesure où ils ont informé. C'est le minimum qu'on peut faire, à mon sens, dans un musée de société, mais ils ont aussi fait certaines parties de réalisation dans l'exposition, ils ont produit des photos. Voilà.
Et puis en 2000, il y a eu une collecte participative qui s'appelait Vos objets au musée, où il y a eu un appel à la population pour que les gens amènent des objets qui, pour eux, étaient du patrimoine pour la collectivité. Donc, vous voyez, c'était plus le conservateur qui allait collecter, demander ou désigner, c'était la population elle-même qui le faisait, même si ces objets n'étaient pas forcément donnés au musée. Et ça a donné lieu à une exposition. Ensuite, il y a eu, à partir de 2005, il y a eu des expositions participatives, c'est-à-dire que c'était un petit espace et des habitants divers, ça pouvait être des personnes individuelles, une association, un groupe de jeunes dans le cadre d'un centre social. Voilà, on faisait des expositions sur les questions qui les intéressaient. Et puis, à partir de 2006, notamment lors des Journées du patrimoine, les Journées du patrimoine étaient prises en charge par des membres de l'association des Amis de l'écomusée. Puis, encore autre chose, il y a eu un inventaire des patrimoines du Val-de-Bièvre à l'époque où l'écomusée passait de la ville de Bièvre de Fresnes à la ville de Bièvre, un inventaire des patrimoines du Val-de-Bièvre selon une démarche un peu apparentée à ce que j'ai dit, la carta des MAPA, sauf qu'il n'y avait pas de carte là, mais c'était un peu cette démarche de faire parler je ne vais pas rentrer dans le détail du processus, mais de faire parler les habitants sur qu'est-ce qui est important sur leur territoire, qu'est-ce qui a valeur patrimoniale. Et puis, il y a eu des conférences conviviales, c'est-à-dire des conférences avec des habitants qui étaient des habitants acteurs, des habitants qui faisaient quelque chose, qui paraissait intéressant, mais qui n'étaient pas des gens reconnus, médiatiquement reconnus, mais donc des habitants intéressants.